Bonjour à toutes et à tous. On va poursuivre la partie du cours sur la sécurité électrique, donc la partie 3. On avait déjà parlé des risques et puis de la protection des personnes, qui repose sur le disjoncteur différentiel, donc surtout le différentiel et puis la liaison des carcasses métalliques à la terre. On va maintenant parler de la protection des biens dans cette troisième partie. Donc, quand on parle de protection des biens, on va parler de moteurs, de circuits, mais également les bâtiments, et donc ça va protéger indirectement les personnes contre des risques d'incendie. Donc le but, c'est de protéger contre les surintensités. Donc ce qu'on appelle une surintensité, c'est trop de courant, hein, donc ça peut être une surcharge ou un court-circuit. Donc pour différencier les deux, hein, une surcharge c'est une faible surintensité, il y a un petit peu trop de courant par rapport à ce qui est prévu, et puis un court-circuit c'est une élévation très très importante du courant, hein, lorsque en gros la phase et le neutre vont se retrouver en commun. On va étudier trois dispositifs de protection des biens, hein, protection des matériels des biens, donc les fusibles, les disjoncteurs magnétothermiques, donc c'est le disjoncteur classique, donc non différentiel. Un disjoncteur différentiel, c'est des composés d'un disjoncteur magnétothermique et d'un différentiel. Donc là, on va parler seulement de la partie disjoncteur. Et puis on parlera également du relais de protection thermique qui va protéger principalement les moteurs. Alors on commence par les fusibles, donc voilà, vous savez tous un peu à quoi ça peut ressembler un fusible. Alors ici on a un fusible un petit peu particulier puisqu'il a un percuteur, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc ça c'est des fusibles communs qu'on trouve un peu partout, et puis ici c'est plutôt un fusible de l'industrie, un fusible industriel pour des intensités beaucoup plus importantes. Ici, hein, j'ai remis aussi des images de cartouches fusibles, hein, le terme c'est cartouches fusibles. On va voir qu'on a deux types, AM et GG, hein, principalement ces deux types-là. Ici, un petit symbole de ce que c'est un fusible. Alors, à ne pas confondre avec une résistance, puisque ici, on voit bien hein, le fil qui se poursuit à l'intérieur du fusible. Alors, tout simplement, un fusible, c'est quoi? Il va y avoir un fil qui va fondre, le terme fusible, lorsque l'intensité va être trop importante. Alors, on va en trouver deux types hein, principalement. Donc, les fusibles GG, hein, qu'on appelait anciennement GI ou GL. Donc, c'est le fusible d'usage général. C'est le fusible rapide, hein, notamment domestique à la maison. Hein, si vous avez des fusibles, vous aurez ce type de fusible. Les fusibles AM, eux, sont plus industriels. Donc, c'est des fusibles qui sont lents. Alors, on peut se rappeler hein, ce que ça veut dire AM. C'est pour accompagnement moteur. Il va permettre de protéger les équipements qui nécessitent une pointe temporaire de courant, comme par exemple les moteurs asynchrones. On se rappelle qu'au démarrage d'un moteur asynchrone, le courant démarrage vaut 5 à 7 fois le courant nominal. Donc il faut forcément que le fusible laisse passer ce courant qui est normal pendant la phase de démarrage, donc qui le fonde pas directement à chaque démarrage du moteur, bien sûr. Alors j'ai une petite animation hein, sur les fusibles. Je l'ai là, normalement. Donc comment s'est constituée une cartouche fusible? On va retrouver, je vais afficher en premier peut-être l'élément 5 qui est ici, c'est l'élément fusible, c'est le fil fusible. Alors, il a une forme un peu particulière. Hein. Ce qu'on appelait avant, c'était des fils de plomb. Et donc voilà, péter les plombs par exemple, ça vient de cette expression, vérifier les plombs, etc. Donc c'est voilà, des fils qui étaient avant en plomb, hein, qui avaient une section qui pouvait varier en fonction du calibre du fil fusible. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Bien entendu, on va trouver un embout supérieur et un embout inférieur. Donc normalement, le courant va passer de l'embout supérieur, hein, qui est métallique, vers l'embout inférieur, qui est également métallique, en passant par ce fil fusible, celui qui a une forme un peu particulière. Bien entendu, le corps est isolant, donc majoritairement en porcelaine. Alors sur ce fusible, vous n'avez pas forcément ça chez vous, mais on a en plus ici, hein, cette partie rouge, un percuteur qui va nous permettre de savoir lorsque le fusible aura fondu. Je vais y revenir juste après. Donc il est retenu par un fil fusible du percuteur
Donc ce fil va fondre en même temps que l'élément fusible principal, et puis quand ce fil va fondre, le ressort d'expulsion qui est ici va libérer le percuteur, et donc si on voit que le percuteur dépasse, qui sort de son logement, c'est que le fusible est fondu. Ce qui est un petit peu embêtant avec les fusibles, c'est justement, on ne sait pas forcément s'ils ont fondu ou non, c'est pas forcément facile de savoir, il faut tester avec un ohmmètre par exemple, puisqu'on n'a pas forcément tous chez nous. Je peux aller un petit peu sur le dispositif justement de visualisation. Donc lorsque l'élément fusible va fondre, le fil, le petit fil ici noir qui retient le ressort du percuteur, va fondre également. Et dans ce cas-là, le ressort qui est ici va libérer le percuteur. Donc, si on voit cette petite partie ici rouge qui dépasse, c'est que le fusible est cramé, qu'il a fondu. Ça, je n'ai pas l'intention de vous en parler. Je vais rembobiner. Voilà. Alors, on va s'intéresser aux courbes de fusion. Donc, au bout de combien de temps ils vont fondre? Alors ici, vous avez en abscisse le courant qui va passer dans le fusible, et ici le temps de fusion du fusible. Donc, on va voir ici pour des cartouches GI ou GG, ça c'est les cartouches rapides, cartouches fusibles rapides normales. Et puis, vous avez aussi ici des courbes de fusion pour des cartouches de type AM, où on verra que le temps de déclenchement est beaucoup plus long. Le temps de fusion du fil fusible est beaucoup plus long. Alors, je reviens ici sur le diaporama. Je vais prendre ici un exemple pour un courant normal de 10 ampères, donc c'est le calibre du fusible qui est 10 ampères, et si le courant consommé est de 60 ampères, donc ça c'est une surintensité qui est déjà assez importante. Alors pour un fusible GG, on va regarder le temps de coupure de ce fusible. Donc ici, pour 60 ampères, alors on est sur des échelles logarithmiques. Donc ici, pour 60 ampères, on va se situer ici. Et pour un fusible 10 ampères, c'est la courbe verte qui est ici, le temps de fusion va être d'environ entre 0,1 et 0,2 secondes. J'ai dû mettre 0,12 secondes, donc il va couper très très vite s'il y a 6 fois trop de courant. Pour un fusible AM, donc c'est un fusible plus lent forcément, je vais aller voir ici, donc toujours pareil pour un courant consommé de 60 ampères, donc c'est ici, et pour un courant normal de 10 ampères, l'intersection va se situer beaucoup plus haut, donc 60 ampères, pour le fusible 10 ampères qui est ici, le temps de fusion du fil fusible, ça va être entre 10 et 20 secondes, donc un temps bien plus important. J'avais dû mettre environ 15 secondes. Donc dans tous les deux cas, on va assurer la protection des matériels, mais vous voyez qu'avec un fusible lent, on va laisser passer un courant potentiellement assez important pendant un temps bien plus important. Donc bien entendu, on va mettre ces fusibles AM que pour les matériels qui nécessitent de pouvoir laisser passer des pointes de courant relativement importantes au démarrage, comme les moteurs, comme les transformateurs aussi. J'ai un schéma supplémentaire ici, c'est le sectionneur porte fusible. Alors souvent les fusibles sont associés à un sectionneur qui va nous permettre de manœuvrer, de couper l'alimentation d'une installation. Alors justement, j'ai fait une petite diapo spécifiquement sur ces sectionneurs porte fusibles qu'on va retrouver ici. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, un sectionneur porte fusible. On retrouve le schéma, alors là la photo est pas de très bonne qualité, mais directement en face avant, vous voyez ici le schéma. Donc un sectionneur, son rôle c'est d'isoler la partie de l'installation électrique en aval, donc pour être sûr qu'elle est hors tension. Le sectionneur n'est pas fait pour être manœuvré en charge. Ça veut dire qu'on est censé l'ouvrir que quand le courant est nul. Alors il y a des dispositifs qui permettent d'assurer cette contrainte de manière à ce qu'il n'y ait pas d'arc électrique au moment de l'ouverture du sectionneur.
Le principe, c'est que si je veux intervenir sur une installation, comme on en a parlé dans la vidéo précédente, je dois pouvoir ouvrir l'alimentation sur une armoire électrique sans ouvrir l'armoire. Dès qu'on ouvre une armoire électrique dans laquelle il y a une présence de tension, on est en danger. Donc on va trouver une poignée à l'extérieur, qui peut avoir cette allure-là. Alors il y a plein de formes différentes, bien sûr. Et puis, comme on en a parlé sur la partie consignation, on va pouvoir placer un cadenas sur la poignée, donc en position ouverte. On va commencer par ouvrir le sectionneur, et puis on va pouvoir mettre un cadenas dessus, de manière à éviter que quelqu'un referme le circuit pendant que l'électricien est en train de travailler sur les fils électriques, sans doute dénudés, etc. Je rajoute aussi sur cette diapo ici un matériel que vous retrouvez sur beaucoup d'équipements électriques. Donc c'est ici un interrupteur sectionneur. Alors il est bien visible ici, il est rouge sur fond jaune. C'est un équipement de protection. Et lui, il n'est pas seulement sectionneur. Alors là, la partie sectionneur, je peux le passer sur 0. Et puis vous avez la petite partie grise qui est ici, qui va pouvoir rentrer. On va pouvoir glisser un cadenas dans cette zone-là, de manière à empêcher la manœuvre, à empêcher de remettre le courant. Et puis ici, c'est pas seulement un sectionneur, c'est un interrupteur sectionneur. Ça veut dire qu'il est fait pour couper des courants potentiellement importants. Ça veut dire qu'il peut jouer le rôle d'un arrêt d'urgence. Si c'est rouge sur fond jaune, c'est pour pouvoir assurer la sécurité. C'est pas le cas sur un sectionneur standard. Là, c'est bien un interrupteur sectionneur. Autre dispositif de protection, donc un peu plus évolué que le fusible, parce que le fusible, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que quand il fond, quand il est cramé, eh bien, il va falloir le remplacer. C'est pas forcément facile de savoir s'il est fondu ou non. Donc on va souvent trouver des disjoncteurs magnétothermiques. Donc c'est les disjoncteurs que vous avez chez vous, qui ressemblent à ça. Industriellement, un disjoncteur associé à un moteur va pouvoir ressembler à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des disjoncteurs moteurs. Ils sont un petit peu particuliers parce qu'on va pouvoir régler le courant normal d'alimentation du moteur ici ou là, ce qu'on peut pas faire sur un disjoncteur classique. Alors le disjoncteur magnétothermique, il va permettre de protéger contre les surcharges. Alors une surcharge, c'est un courant un peu trop important, voilà, 2 ou 3 fois trop important par exemple, sur un disjoncteur 10 ampères, ça va être un courant de 20 ampères, 30 ampères, quelque chose comme ça. Donc ça va être le dispositif thermique qui va s'occuper de ça, donc c'est la partie qui est rectangulaire ici, ça c'est le symbole du thermique. Et puis il va également protéger contre les courts-circuits, donc c'est deux dispositifs différents qui sont inclus dedans, d'où le terme magnétothermique. Il y a la partie magnétique contre les courts-circuits et la partie thermique contre les surcharges. Donc le dispositif magnétique, qui est représenté par la partie un peu arrondie, va protéger contre les courts-circuits. Un court-circuit, c'est un courant extrêmement élevé qui aurait tendance à s'installer lorsqu'une phase touche un neutre, par exemple, ou deux phases touchent ensemble. Alors j'ai quelques vidéos sur les disjoncteurs. Donc qu'est-ce qui se passe en cas de court-circuit? Alors ici c'est un disjoncteur dans lequel on va avoir 500 ampères qui vont passer. Donc c'est ça, c'est un disjoncteur 16 ampères dans lequel passe 500 ampères. Et ici c'est l'endroit où le courant va être coupé, et on va avoir forcément au moment de la coupure un arc électrique qui va se produire. Alors je laisse la vidéo se faire. Vous voyez un arc assez violent qui va se passer, mais l'ouverture se fait assez bien pour ce disjoncteur. On est loin du pouvoir de coupure. Le pouvoir de coupure, c'est le courant que le disjoncteur va pouvoir couper sans être détruit, et on va être sûr que le courant ne va pas continuer à passer. J'ai une deuxième vidéo ici, donc qui concerne un disjoncteur 16 ampères, et dans lequel va passer 6000 ampères, et donc c'est pris à 6000 images par seconde. Là, on va voir que le disjoncteur va avoir beaucoup plus de difficultés à couper l'arc électrique. Alors on a des dispositifs qui sont ici en haut, qui permettent d'allonger l'arc et qui vont permettre de aider à la coupure de l'arc électrique qui a tendance à se produire au moment de l'ouverture. Voilà, donc là il en résulte des échauffements très importants à l'intérieur du disjoncteur, et là sur cette vidéo là je suis pas sûr que le disjoncteur soit encore en capacité de fonctionner après ça, et pas sûr non plus, si on dépasse le pouvoir de coupure,
que le courant soit réellement interrompu. Ça, c'est des calculs qui sont pas forcément évidents. J'ai une autre vidéo. Alors ici, c'est pris à la caméra thermique. C'est un disjoncteur beaucoup plus gros, hein, beaucoup plus industriel, et dans lequel on fait passer 6000 ampères et c'est 6000 images par seconde. C'est à la caméra thermique, hein, vue à l'extérieur. Et vous voyez l'arc électrique qui est propagé plutôt vers ce qu'on appelle les déions. Hein, c'est ce qui permet d'allonger l'arc électrique, hein, et donc de le couper. Alors ici j'ai quelques photos de l'intérieur du disjoncteur. Donc on va retrouver ici le dispositif magnétique. Donc ici c'est une bobine, je vais vous en reparler juste après. Et puis ici on va voir ce qu'on appelle le bilam, ce qui est le dispositif thermique. Donc c'est deux dispositifs à l'intérieur du même disjoncteur. Ici on va retrouver, hein, sur ce schéma-là, même chose, le dispositif thermique. Et puis le dispositif magnétique, on le voit moins bien, hein, c'est la bobine qui va se situer ici. On voit aussi, hein, la chambre d'extinction de l'arc, hein, les déions qui est ici. J'ai d'autres photos, on retrouve à nouveau le dispositif magnétique qui est ici, et le bilam, le dispositif thermique qui est ici. Hein, donc même chose ici, la bobine, hein, le dispositif magnétique, et ici le dispositif thermique, le bilam. Je vais y revenir juste après. Donc le dispositif thermique, hein, dans un premier temps, on va parler de ça. Donc il va concerner les surcharges, donc les faibles surintensités. C'est un bilam qui va se déformer et entraîner l'ouverture brusque des pôles de puissance. Donc c'est une action qui va être lente. Alors un bilam, qu'est-ce que c'est? C'est deux matériaux de coefficient de dilatation très différents qui sont collés l'un à l'autre. Celui du dessus, représenté par ma main là, va avoir un coefficient de dilatation très important, celui du dessous va avoir un coefficient de dilatation très faible. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a échauffement? Celui du haut va vouloir s'allonger, alors que celui du bas va vouloir très peu s'allonger, et il va en résulter une déformation du bilam. Donc on va avoir une déformation mécanique qui va dépendre de la chaleur, et la chaleur, elle dépend de la valeur du courant. Plus il y a de courant, plus il va y avoir de chaleur. Donc vous voyez ici, hein, le bilam à froid, et puis à chaud, il va se déformer. Alors, je vais aller sur la petite animation sur cette partie-là. Je dois avoir. Bon, ça c'est les fusibles, excusez-moi. Oups. Je suis un peu perdu. Voilà. Donc le dispositif thermique, voilà comment il est fait. Donc on va retrouver ici le bilam. Alors ici on a fait passer en gros des fils électriques autour de manière à ce que quand il y a beaucoup de courant, il va y avoir un échauffement plus important du bilam et il va plus facilement se déformer. Ici, c'est l'endroit où on va avoir la coupure électrique, hein, le courant qui va être interrompu. Donc en fonctionnement normal, on a un moteur monophasé ici, le moteur consomme 7 ampères. Et puis, on suppose qu'un objet entrave la chaîne cinématique, donc ça peut être voilà, un objet qui s'est coincé sur un tapis roulant, trop de poids sur un tapis roulant, un malaxeur trop rempli et qui va faire que le moteur va peiner, il va avoir du mal à entraîner sa charge, donc il va consommer trop de courant. Donc mettons qu'il va consommer 30 ampères au lieu des 7 ampères normalement. Donc ça c'est ce qu'on appelle une surcharge, c'est une faible surintensité encore. Le bilam, regardez bien le bilam ici, va se déformer. Et puis au bout d'un moment, si la déformation est trop importante, on va libérer le ressort ici et on va ouvrir les pôles de puissance qui va être ici. Donc le courant ne va plus passer, le moteur va s'arrêter, hein, on va avoir protégé ici le moteur, ça pourrait être autre chose qu'un moteur bien sûr. Le circuit étant ouvert, le bilam va refroidir et va reprendre sa position d'origine. Alors c'est pour ça qu'on va pas pouvoir forcément réarmer le disjoncteur aussitôt dans ce type de situation. Ça peut peut-être déjà arrivé d'essayer de remonter un disjoncteur et puis il ne veut pas tout de suite. Vous le verrez aussi en travaux pratiques. Une fois le problème résolu, hein, sur la chaîne cinématique, on peut réarmer le disjoncteur et remettre en service. Donc le courant va se remettre à passer si on a remis en route le moteur, etc. Donc sur le dispositif thermique, le temps de déclenchement, donc on retrouve le même type de courbe que sur les fusibles. Le temps de déclenchement va dépendre de la valeur du courant. Plus le courant va être important, plus le temps de déclenchement, bien entendu, va être faible. J'y reviendrai un petit peu plus tard.
Donc ici, si j'ai voilà, un calibre de disjoncteur de 10 ampères et que le courant consommé est de 30 ampères, j'aurais dû revenir pardon, sur ces courbes-là. Excusez-moi. Je repasse rapidement cette animation pour pouvoir arriver jusqu'aux courbes de déclenchement. Donc si j'ai 30 ampères pour un calibre normal de 10 ampères, hein, donc je remonte ici, là je suis bien sur la valeur entre 10 et 100, donc là c'est bien la valeur 30. Je remonte ici, pour un disjoncteur de calibre 10 ampères, le temps de coupure va être d'environ 100 secondes. Environ 100 secondes. Donc c'est 1 minute 40, hein, c'est pas très rapide, mais ça va déjà assurer qu'il n'y a pas trop d'effet thermique dans une installation, hein, donc on va pas avoir facilement des départs d'incendie pour seulement 30 ampères, pour 10 ampères en normal. Le dispositif magnétique, lui, qu'est-ce qui va se passer? En cas de court-circuit, donc en cas d'élévation très importante du courant, on va avoir une bobine qui va attirer une armature mobile, donc ça va être un électroaimant, qui va provoquer l'ouverture brusque des pôles de puissance. Ça va être une action très rapide, comme vous allez le voir. Alors voilà un exemple de bobine. Alors, si on a 300 ampères au lieu de 10 ampères, on va voir ce qui va se passer. Je vais aller sur la petite animation flash ici. Donc le dispositif magnétique, hein, on retrouve ici la bobine. On a ici un court-circuit qui va avoir tendance à s'établir. Donc la phase touche le neutre, pour une raison ou pour une autre. Donc le courant aurait tendance à s'élever très très rapidement. La bobine électromagnétique, sous l'effet de l'élévation de l'intensité du courant, va instantanément attirer le levier et provoquer l'ouverture rapide. Donc c'est entre 10 et 20 millisecondes du disjoncteur, pour éviter les départs d'incendie notamment. Et on espère ne pas avoir bien protégé le matériel qui était en situation de court-circuit. Alors cette réaction va s'obtenir à partir d'un seuil entre 3 et 14 fois le calibre du disjoncteur, donc ça va dépendre des courbes de déclenchement du disjoncteur. Vous verrez ça en TP, les courbes B ou C sur le TP, sur la protection électrique. Donc je reviens, pardon, donc voilà, au moment où le court-circuit commence à s'établir, où le courant s'élève très très rapidement, on va avoir une action très très rapide de la bobine. Ici, la bobine étant parcourue par un courant important, il va y avoir un champ magnétique important et ça va attirer cette partie-là. Donc le courant va être coupé avant qu'il arrive à une valeur très très importante. Une fois le défaut éliminé, on va pouvoir réarmer tout de suite, hein, contrairement au bilame où il va falloir attendre qu'il revienne en position normale. Là, on va pouvoir réarmer très très vite l'installation et donc refaire fonctionner ici le moteur. Donc pour un courant de 300 ampères, pour un calibre 10 ampères, alors 300 ampères, on est entre 100 et 1000, donc c'est ici 300 ampères. Pour un disjoncteur de calibre 10 ampères, le temps de coupure, hein, il va être effectivement entre 0,01 et 0,02 secondes, donc entre 10 et 20 millisecondes. Donc j'ai dû mettre environ 15 millisecondes. Vous voyez une action beaucoup plus rapide, hein, puisque l'intensité est bien plus importante, on a un risque d'incendie notamment bien plus important. Pour récapituler un petit peu tout ça, la courbe de déclenchement, on ajoute les deux courbes l'une à l'autre. Donc ici, ça concerne le dispositif thermique, donc qui est constitué du bilame, hein, que je vais redessiner ici. Et cette partie-là concerne le dispositif magnétique, donc la bobine. Le passage de l'un à l'autre, c'est le plus rapide des deux qui va jouer, et ça va dépendre des courbes de déclenchement du disjoncteur. Hein. On va avoir des courbes B et courbes C pour les disjoncteurs les plus classiques, hein, c'est les courbes C que vous avez certainement chez vous. Le troisième organe de protection contre les surintensités, c'est le relais de protection thermique, qui va ressembler à ça. Donc c'est un organe qui va protéger spécifiquement les moteurs contre les surcharges. Alors un moteur va être en surcharge si d'un point de vue mécanique, sa charge mécanique consomme
trop de puissance mécanique. Donc ça arrive si j'ai un ventilateur qui est encrassé, qui consomme trop, si j'ai trop de produits dans un malaxeur, ou le produit est trop pâteux, voilà, ce genre de choses. Ce qui est spécifique sur ce relais de protection thermique, c'est qu'on va pouvoir régler le courant nominal du moteur. Alors on va voir ici ce courant de réglage, on le voit aussi ici sur cette photo, ou encore ici sur celui-ci. Une autre spécificité du relais de protection thermique, donc le relais thermique, comme on l'appelle communément, c'est qu'il ne va pas couper directement l'alimentation. Il va couper le circuit de commande du moteur, donc par l'intermédiaire du contacteur moteur, dont on parlera lorsqu'on fera le chapitre suivant sur le schéma électrique. Alors son schéma au relais de protection thermique, il est le suivant. Alors on va retrouver ce symbole ici qui concerne le thermique, donc il va être constitué de 3 bilames. On va le voir sur une autre diapo plus tard. Donc ça va permettre de détecter la surcharge, la surintensité, que le moteur consomme trop de courant, donc parce que ça, sur la partie mécanique, il y a un défaut, quel qu'il soit. Et puis, il va pas couper directement l'alimentation ici. Il va, en cas de surcharge, il va manœuvrer ses contacts. Donc ce contact normalement ouvert, qui a une numérotation spécifique 97-98. Alors, on va le voir sur les photos. Alors, on le voit pas très bien. On voit ici ce contact normalement ouvert. On voit, alors c'est ici, ce contact normalement ouvert, c'est entre ces deux contacts-là. Ce contact va se fermer en cas de détection de surcharge, alors que ce contact ici, qui est un contact normalement fermé, au contraire, il est normalement fermé, il va s'ouvrir en cas de surcharge. Donc ce contact-là, alors je vois pas bien sur cette photo-là, mais on va le trouver ici, le contact normalement fermé. On voit peut-être pas très bien ici NC pour normally closed, là on voyait NO pour normally open. Et on va aussi trouver ces bornes-là, 95-96, et c'est lui qui va ouvrir le circuit de commande. Celui-là va permettre de signaliser le défaut, c'est-à-dire allumer un voyant en cas de surcharge du moteur. Donc le moteur va s'arrêter grâce au contact normalement fermé, et le contact normalement ouvert va nous permettre de savoir pourquoi le moteur s'est arrêté, c'est parce qu'il y a eu une situation de surcharge. Donc le relais thermique permet de couper la commande du moteur si le courant consommé est supérieur au courant de réglage. Donc je vous rappelle qu'on va pouvoir régler le courant normal d'alimentation du moteur directement sur le relais thermique. C'est pas comme sur un disjoncteur, on va trouver 10 ampères, 16 ampères, 20 ampères, 32 ampères, etc. Là, on va pouvoir régler la valeur voulue. Et donc pour un moteur, le courant consommé est supérieur au courant nominal si le moteur peine, s'il a du mal à entraîner sa charge, si la charge est en gros trop lourde pour lui. Donc c'est un objet qui entrave la chaîne cinématique, ça peut être un objet coincé sur un tapis roulant, trop de frottement sur un ventilateur, ce genre de choses. Donc pour un courant consommé qui vaut 5 fois le courant de réglage, le temps de déclenchement, alors il va dépendre, mais c'est aussi le cas pour les disjoncteurs magnétothermiques, il va dépendre du régime de fonctionnement. Si on est à froid, il va mettre environ 10 secondes à déclencher, et il va mettre environ 5 secondes si on est à chaud. Alors on va le retrouver tout ça sur la courbe suivante. Donc si j'ai 5 fois trop de courant, ça va se situer ici. Si je suis à chaud, donc c'est la courbe rouge, le temps de déclenchement va être d'environ 5 secondes, à peu près. Et puis si on est à froid, le temps de déclenchement va être un peu plus important, environ 10 secondes, c'est ce que j'ai mis sur la diapo précédente. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais vous voyez ici les 3 bilames de détection de surcharge. Encore une fois, le relais thermique ne coupe pas lui-même l'alimentation du moteur, il fait couper par l'intermédiaire du contacteur moteur, dont on parlera sur le chapitre suivant sur le schéma électrique. Donc voilà pour la fin de ce chapitre. Je vous remercie.